le plaisir à quelqu'un qui le connaît assez bien de présenter notre conférencier de ce soir. Mais je te remercie beaucoup, Karine, d'être ici, et c'est très excitant pour nous. Donc ça va être rapide. Karim Diaye est mon frère, mon grand frère. Il est donc chercheur à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, et voilà, dans les neurosciences et la psychologie. Voilà, j'ai été moi-même, je pense, peut-être parfois à mon insu, cobaye de certaines de ces expériences, parfois de façon perçue quand même de ma part, dans la très tendre enfance et dans les derniers jours probablement aussi, peut-être même les dernières heures. Voilà. Donc, je vous laisse profiter de la soirée et puis profitez-en bien. Merci. Merci. Et en particulier, dans le domaine de l'approche cognitive, c'est cette hypothèse assez fondamentale qui est de dire la vie mentale, donc la pensée, l'esprit, c'est un ensemble de processus. On peut découper la vie mentale. Vous avez donné l'exemple tout à l'heure. Le langage, on peut le découper. Il y a le langage articulé, il y a le langage perçu. On est capable de percevoir le langage, c'est pas la même chose que de produire du langage. Et on peut comme ça découper les choses. Les mathématiques, l'aptitude aux mathématiques, c'est pas une fonction mentale. On va essayer de la découper, et puis on raffine. Et en fait, ce que fait la recherche en neurosciences cognitives, c'est de raffiner les hypothèses au fur et à mesure, de découper, redécouper. Ce qu'on a considéré comme étant la mémoire à une époque, on va la distinguer entre une mémoire à long terme et une mémoire à court terme. Et puis la mémoire à court terme, on va la redistinguer, on va la redécouper. Et donc c'est ça, c'est travailler sur l'idée que la vie mentale peut se découper en processus. Et que chaque processus, et là c'est une hypothèse qui est un peu plus difficile à comprendre du point de vue comme ça en deux mots, mais c'est l'idée que chaque unité de la pensée, chaque processus de la pensée, ça traite de l'information. La mémoire, ça va être prendre une information A, la maintenir dans le temps et la remettre à la disposition d'une autre région. Par exemple, lorsque vous mémorisez un numéro de téléphone, vous avez la capacité de lire le numéro de téléphone, première activité, l'encoder, vous le traduisez en une information que vous pouvez mémoriser, vous la maintenez et vous la récupérez. Donc on peut serier comme ça les opérations, et l'idée c'est que au cœur du cerveau, c'est la notion d'information. Le cerveau cherche à traiter l'information, la manipuler. Il y a des gens qui vont plus loin, qui vont dire que le cerveau, non seulement il cherche à manipuler l'information, mais la fonction du cerveau, la fonction évolutive du cerveau, dans une perspective d'évolution darwinienne, c'est de produire du futur. Le cerveau, c'est une machine à créer du futur. Le cerveau, ça ne sert pas à traiter l'information pour traiter l'information. Le cerveau, ça sert à traiter l'information pour nous dire ce qui va arriver, pour être plus apte à réagir. C'est ce qui va donner la meilleure capacité de survie. L'individu animal qui est capable d'anticiper l'action d'un autre 100 millisecondes avant cet autre, il va avoir cet avantage en termes de survie. Et donc, il y a tout un courant des neurosciences cognitives qui essaie de voir le cerveau comme une machine statistique qui va essayer de mouliner de l'information pour vous prédire du futur, pour vous dire ce qui devrait arriver, c'est ça. Et on peut en faire l'expérience un peu chacun. Lorsque vous arrivez chez vous et que vous voulez allumer la lumière, vous savez exactement où est l'interrupteur. Si quelqu'un s'amusait à dépasser l'interrupteur, vous auriez votre main qui partirait, vous verriez l'interrupteur, mais votre main serait déjà partie. Parce que votre cerveau a déjà calculé que dans cette situation-là, l'information récurrente, c'est que l'interrupteur est à cet endroit-là de la maison. Si quelqu'un l'enlève, vous allez avoir du temps, vous mettre du temps à vous rendre compte que l'interrupteur n'est plus là, et peut-être même vous allez vous dire, je suis mal rentré. Parce que vous allez devoir remettre en cause tout votre mécanisme mental pour vous dire, ah non, mais en fait, c'est que l'interrupteur était déplacé. Alors après, on peut imaginer plein de situations dans lesquelles ce serait bizarre d'avoir un interrupteur déplacé, mais ce qui est important à comprendre, c'est que le cerveau va faire tout le temps des prédictions. Lorsque vous montez un escalier, vous anticipez la hauteur de la marche, vous n'avez pas réfléchi consciemment à la hauteur de la marche. Le cerveau, lui, a traité toutes les informations visuelles, la vitesse du flux optique, votre vitesse de déplacement, éventuellement votre degré de fatigue, le fait que vous aviez un peu mal à la cheville, pour adapter la hauteur du pas. Et ça se fait complètement automatique. C'est un calcul que fait le cerveau pour produire du futur, pour anticiper ce que vous allez avoir. Et l'exemple que vous connaissez aussi sans doute, c'est que le cerveau, connaissant le futur qu'il connaît bien, c'est le futur de nos propres actions. Quand le cerveau décide de faire une action, il anticipe le mouvement qu'on va faire, il anticipe aussi les conséquences de ce mouvement. Si vous tapez sur une table, votre cerveau va anticiper le bruit de la table avant que vous l'ayez produit. Ce qui fait que tous les maîtres d'école
savent que quand il y a un enfant qui fait du bruit, ça gêne tout le monde, sauf lui. Il a l'air de ne pas trouver ça gênant. Pourquoi? Parce que la personne qui fait cette action-là, ce geste-là, qui tape sur la table de façon machinale, son cerveau annule le signal auditif que la personne est en train de produire. Parce que le cerveau prédit qu'il va y avoir ce bruit-là, puisque le cerveau a déclenché le mouvement du bras. Et ça gêne tous les autres qui, eux, n'ont pas l'information que le bras est en mouvement, et donc leur cerveau détecte ce son particulièrement saillant dans l'environnement. Mais pour la personne qui le produit, c'est un son qui est presque étiolé dans l'environnement. Et ça, c'est une observation que tout le monde peut faire, c'est-à-dire que dès qu'on fait un geste, on attend la conséquence du geste, et s'il y a quelque chose qui n'est pas normal, on va être surpris par la conséquence inhabituelle de ce geste. Donc le cerveau, dans cet exemple-là, c'est vraiment une machine à prédire du futur. Alors, comment on essaie de tester ça en neurosciences? C'est compliqué. On ne peut pas tester toutes des micro-conditions comme je l'ai donné. On ne peut pas mettre les gens dans une IRM entourée de plein d'individus. On va pousser de façon beaucoup plus restrictive en utilisant ce qu'on appelle la méthode soustractive. Ça va consister à dire on va isoler une fonction cérébrale, par exemple ici le langage, et on va essayer de la différencier. Et donc, ici, je vous donne un exemple de ce qu'on enregistre lorsqu'une personne va produire des mots versus ce qu'on enregistre quand elle entend des sons seulement, elle entend des mots. Et on ne lui demande pas de faire un traitement, on lui dit vous écoutez passivement des mots, on lui met des mots qui n'ont d'ailleurs pas de sens, par exemple babou, dibou. Donc il entend des sons qui sont des sons qui pourraient être du français mais qui ne sont pas des mots. Versus, on lui dit maintenant, récitez une liste de mots qu'on vous a donné, par exemple, vous me présentez à l'écran et vous devez réciter. Et ce qu'on peut faire, c'est maintenant soustraire à cette activité-là, et regarder ce qu'il y a en plus. Et tout ce qu'il y a en plus, c'est tout ce qui est l'activité liée à la production de mots, qui n'est pas liée à la lecture des mots, puisque ni à l'audition des mots. Donc, la personne, ici vous voyez, ça correspond à ce que je vous disais, la personne, lorsqu'elle produit son mot, elle active son cortex auditif, elle prépare son cortex auditif à entendre le mot qu'elle va produire, elle s'entend parler, et le cerveau sait qu'il va y avoir un son, donc il prépare le cortex auditif à l'occurrence de ce son. Quand on lui fait écouter des mots, on n'a que le cortex auditif qui s'active de façon réactive, et quand on fait la soustraction des deux, on perd une partie de l'activité qui était là. Il en reste un petit peu parce que, comme je vous ai dit, ici le cerveau est surpris. Le cerveau ne peut pas prédire le son qui va arriver à chaque instant, alors qu'ici le cerveau sait que ce qu'il va entendre, c'est ce qu'il a produit. Et donc il reste une partie du cortex auditif qui est présente, qui se déclenche parce que c'est de la nouveauté. Et donc là, le cerveau est surpris, et donc dès que le cerveau est surpris, dès que c'est quelque chose qui est nouveau, il l'enregistre. Alors, donc là, je vous ai donné un peu des exemples de fonctions qui sont localisées, et donc on peut comme ça essayer d'arriver à des cartes. Des cartes qui ont une certaine précision, limitée. Ici, c'est un rendu très schématique de ce qu'on peut faire comme cartographie du cerveau, où chaque région a été labellisée. Alors ici, avec des numéros qui sont assez peu importants, simplement on retrouve ici en jaune plutôt fluo clair la région de Broca que je mentionnais tout à l'heure, et puis on peut comme ça décrire les régions visuelles ici, en bleu ciel, des régions qui vont être ici impliquées dans la reconnaissance des trajectoires, ce qu'on appelle la vision spatiale, et puis des régions somatosensorielles, le tact, le toucher, la programmation motrice, la préparation motrice, etc. Donc on peut comme ça isoler les régions. Ça, c'est, si vous voulez, l'état des neurosciences cognitives jusqu'au début des années 2000. Et depuis les années 2000, en fait, on s'intéresse de plus en plus à la circuiterie. On passe des cartes au circuit. On a un peu abandonné l'idée qu'on arriverait à faire une cartographie fine de chaque région comme étant l'ère du langage, l'ère de la mémorisation des mots, l'ère de la vision spatiale. En fait, ce dont on se rend compte de plus en plus, c'est que le cerveau, c'est un grand sac de nœuds. C'est des spaghettis dans tous les sens, des régions qui se connectent les unes aux autres, et il est très difficile finalement d'isoler une région particulière. On peut montrer qu'une région a un peu plus d'activité lorsqu'on soumet la personne à une lecture de mots versus une lecture de chiffres, par exemple. Ça ne veut pas dire que, primo, cette région-là ne fait que ça, surtout pas. Deuxièmement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que cette région-là qui le fait. Ce que ça nous dit seulement, c'est que statistiquement, en moyenne, dans un groupe typique d'individus, cette région-là est plus active pour faire, par exemple, de la mémoire de travail, de la mémorisation de l'information. Quand vous mémorisez votre numéro de téléphone, vous allez activer votre région frontale, mais il n'y a pas que ces régions frontales qui travaillent. Et de fait, des individus qui ont des destructions des régions frontales, même assez massives, par exemple des enfants qui ont des hémisphèrectomies, donc chez qui on a dû retirer tout un hémisphère, par exemple, dans les cas d'épilepsie très lourde,
vont transformer leur circuiterie pour garder les fonctions. Et on peut ne pas voir du tout de déficit chez les enfants. Il y a un cas qui a été rapporté d'une petite fille qui a 7 ans, qui à 7 ans a eu une hémistérectomie et qui a continué à grandir, et qui, adolescente, n'a pas de déficit cognitif. Elle a un déficit moteur, mais lorsqu'on lui fait faire des tâches de mémoire de travail, elle a une récupération quasi parfaite. Pourquoi? Parce qu'il y a une plasticité du cerveau. J'y reviendrai. Donc maintenant, je vais prendre un peu des cas un peu spécifiques de fonctions cognitives et vous montrer un peu comment la démarche expérimentale, utilisant la psychologie et les neurosciences couplées, peuvent nous permettre de progresser sur les questions, de différencier les systèmes, de découper un peu, de faire l'analyse du cerveau en fonctionnement. Alors, un cas par lequel j'aime bien commencer, c'est les illusions. En fait, les illusions, c'est vraiment un bon cas pour tester les fonctions du cerveau et les fonctions de l'esprit. Parce que les illusions, c'est des phénomènes qui sont très faciles à tester, on peut en faire l'expérience, et elles sont ce qu'on appelle insensibles à nos connaissances, insensibles à notre contexte. Si je vous dis ici que les carrés jaunes, ici, les carrés bleus, vous voyez sur un cube ici, qui sont illuminés dans un environnement jaune, et les carrés, ici ce cube qui est dans un environnement bleu, vous avez l'impression que vous voyez à peu près un cube qui se ressemble beaucoup. Grosso modo, à ceci près que c'est un peu le même contexte. Mais maintenant, je vais vous dire que ce bleu ici, c'est exactement le même que ce jaune ici. Vous vous dites, c'est pas possible. On est convaincu que c'est pas la même chose. Et pourtant, vous voyez, si je fais le zoom sur ce carré bleu ici et ce jaune ici, je ne fais que rajouter ces ronds. La couleur ne change pas. Et vous voyez que quand vous enlevez le contexte, vous avez deux taches grises. Ce que vous voyez comme des carrés bleus ici et comme un carré jaune ici, c'est deux taches grises qui ont exactement les mêmes couleurs de gris. Donc, quand on voit ça, on se dit il faut essayer de comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que les scientifiques, ici c'est un scientifique qui s'appelle Bolotto, qui a découvert ce phénomène-là particulièrement saillant. Il a construit cette expérience-là. Et en fait, la démarche était de dire, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, je ne vais pas vous faire tout le détail, il y a eu des séries d'articles qui se sont penchés sur la question, sur la sensibilité au contexte. La conclusion qu'on peut résumer, c'est de dire, le cerveau, il annule, et là, je vous dis, c'est là pour prédire du futur. Et donc, le cerveau, il vous donne de l'information pertinente, il cherche à vous donner de l'information qui est utile. Le cerveau va donc filtrer tout ce qui est inutile. Et donc, pour le cerveau, ce qui est important, c'est la couleur réelle du cube. Donc si vous êtes dans un environnement jaune, ce que vous voyez là, c'est pas important. C'est pas important, le niveau de gris de ce carré-là, il n'est pas important. Ce qui compte, c'est si j'enlevais la couleur jaune, quelle serait la couleur de ce cube et de ce petit carré-là? Eh bien, si j'étais dans un environnement sans lumière jaune, ce carré-là, il devrait être bleu. Et le cerveau, il vous dit, ce carré-là, il devrait être bleu. Il ne vous dit pas, ce carré-là, il a le même niveau de gris que ce carré-là. Parce que ça, c'est une information non pertinente. C'est une information qui n'est pas utile pour vous en tant qu'organisme. Savoir que c'est le même niveau de gris, ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui compte, c'est de savoir que ça, c'est un bleu dans un environnement jaune. Et donc, si vous devez chercher des carrés bleus, vous devez aller chercher ce carré-là, et pas celui-ci. Et si maintenant vous devez aller chercher le carré bleu dans cet environnement-là, vous devez aller là. Et si vous devez chercher le carré jaune, vous allez là. Parce que votre cerveau va dire, étant donné le contexte jaune, je reconstruis une image d'un cube qui devrait apparaître comme ça dans ce contexte jaune. Donc un cube qui devrait apparaître dans ce contexte jaune comme ça, c'est un cube, cette petite parcelle ici doit être bleue. Vous voyez? Le cerveau vous a dit, va reconstruire une scène graphique qui n'a rien à voir avec la réalité, puisque, comme vous dit, ici la réalité c'est que c'est le pavé gris. Mais le cerveau va vous donner l'information pertinente, va vous donner l'information utile, qui est que ce carré-là, si on enlevait l'ambiance jaune, ce carré-là il devrait être bleu. Et donc, les illusions, c'est comme ça un très bon test pour essayer de comprendre les fonctions du cerveau.